Salut tout le monde, une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, puisque au mois de mai de cette année, on célébrera ou non le bicentenaire de la mort de Napoléon. Évidemment, je voulais partager avec vous mon point de vue sur cela, d'autant plus que cela va me permettre de rappeler un principe philosophique qui m'est très cher et qui est cette intrication permanente entre le bien et le mal. Dans une de mes conférences, qui avait été tournée à l'île de la Réunion, et sur un sujet que j'avais aussi abordé dans un TEDx, qui n'est pas encore disponible en ligne, mais qui, je l'espère, le sera bientôt, j'avais parlé de cette intrication du bien et du mal, et du fait que, selon moi, le bien et le mal, dans l'histoire du monde, s'enlacent et s'entrelacent un petit peu comme du papier marbré. Vous savez, dans le temps, les manuels scolaires, notamment, avaient une deuxième de couverture qui était coloré d'un motif que l'on ne pouvait pas systématiquement reproduire de la même façon. On laissait de l'huile sur de l'eau et puis on posait la feuille dessus et ça faisait un magnifique motif marbré plein de turbulences. Bien, ces turbulences-là, qu'on retrouve aussi dans le camouflage des voitures, des concept cars, qui sont donc recouvertes comme ça de cette turbulence de noir et de blanc pour éviter que les caméras les reconnaissent, je pense que c'est exactement comme cela que le mal et le bien s'enlacent dans les événements du monde. Il y a toujours, même dans les événements les plus horribles du monde, que bien sûr il faut éviter, que bien sûr les gens de bien doivent essayer d'éviter, mais quels que soient les événements du monde, en particulier s'ils sont naturels, les tremblements de terre, les tsunamis et les éruptions volcaniques, eh bien il y a toujours une intrication subtile entre le bien et le mal. Par exemple, la découverte d'or en Californie a quasiment ruiné l'État de Californie. Par contre, le tremblement de terre de San Francisco qui a détruit la ville a engagé la naissance de la Silicon Valley. C'est donc toujours très difficile de savoir où commence le bien et où commence le mal. C'est d'ailleurs le point de vue de mon idole Richard Francis Burton dans son poème La Cassida. Il décrit bien qu'il est très difficile de faire la part des choses entre le bien et le mal. Et il dit même, précisément, et seulement Khidr, alors Khidr c'est un personnage très très intéressant, c'est Saint Georges pour les chrétiens, c'est Elijah pour les juifs, c'est l'homme vert. Et le verdoyant, qui est un disons, compagnon d'Alexandre, pas un compagnon au sens qu'il était avec lui depuis la Macédoine, mais quelqu'un qui a fréquenté Alexandre et qui est immortel et qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Il est représenté dans la sourate de la caverne dans le Coran, où il donne une leçon à Moïse, qui est l'homme de la loi, qui est l'homme des 10 commandements, le prophète des 10 commandements, et il lui donne une leçon sur la capacité à distinguer le bien du mal en termes de conséquences. Et on le retrouve aussi, figurez-vous, chez les chrétiens dans les Gesta Romanorum, les gestes que l'on peut trouver, je crois, dans les archives vaticanes, si ma mémoire est bonne. Eh bien, on a un épisode très comparable où Saint Georges est représenté. Saint Georges est aussi le saint patron de l'Angleterre, la croix de Saint Georges depuis les croisades, et de Gênes. C'est pour ça que le drapeau de Gênes est le même que celui de l'Angleterre. Gênes, qui était donc possesseur de la Corse, qui sera vendue au XVIIIe siècle à la France précisément parce qu'elle avait déjà des velléités d'indépendance et qu'elle ne payait plus ses impôts. C'est ainsi que Napoléon est devenu français. Alors cette idée d'avoir une intrication permanente du bien et du mal, elle est évidemment à l'œuvre dans Napoléon. Et en particulier ce vert, ce prophète Saint Georges pour les chrétiens qui est l'homme vert, eh bien, c'est un des liens avec l'habit vert des académiciens. À l'origine de l'habit vert des académiciens, c'est Osiris qui est représenté en vert. Je mets les mains sur mon visage parce que Osiris est une des racines les plus probables du prénom Idriss, dont on sait qu'il est pré-islamique. Le prophète Idriss, dans le Coran, mais aussi dans la Torah, a été élevé aux cieux directement, sans mourir. Peut-être est-ce un lien avec les différentes représentations d'Osiris chez les Égyptiens. Pourquoi je vous parle de cela au passage ? Parce que une des raisons pour lesquelles Napoléon est à ce point mythifié, est à ce point exagérément porté au nu, sont aussi des raisons d'ordre ésotérique et précisément, pour être tout à fait exact, d'ordre maçonnique. Il y a, pour tout un tas de traditions spirituelles européennes, occidentales, une sorte de vénération de Napoléon
qui empêche d'être objectif à son sujet et qui a donné bien sûr tout un tas de descriptions historiques de Napoléon, que ce soit par Max Gallo, ou que ce soit par Madelin, ou que ce soit par Masson, tous ces auteurs qui ont évidemment pratiqué ce que l'on appelle aujourd'hui en science le cherry picking, c'est-à-dire qu'ils n'ont sélectionné que les morceaux qui les arrangeaient dans la biographie de Napoléon. En face, on a eu bien sûr un contradicteur de poids, un historien tout à fait remarquable et un as de la vulgarisation qui était Henri Guillemin, qui lui aussi du coup a pratiqué le cherry picking inverse, c'est-à-dire qu'il est allé chercher quasi systématiquement tout ce qui pouvait être dérangeant sur Napoléon. Croyez bien qu'il a très bien fait son travail. Cela dit, c'était quasiment le seul à le faire. Des personnes qui auront été réellement critiques aux sources de Napoléon, il n'y en a pas eu beaucoup. Qui sait en France, par exemple, que Napoléon parlait le français avec un accent à couper au couteau, puisque sa langue maternelle était le dialecte génois qui allait devenir le corse tel qu'on le connaît aujourd'hui. Qui sait que Napoléon a, à plusieurs reprises, vomi la France, qu'il a, dans sa correspondance, très souvent décrit la France comme un pays barbare dont la population manquait de vertu, etc. Bon, on sait que quand on cite un passage dans la vie de quelqu'un, on peut toujours trouver ce que l'on veut. Napoléon a dit beaucoup de choses et son contraire, c'est ainsi que la politique se forme. Mais l'aspect initiatique de l'histoire de Napoléon, puisqu'il est allé en Égypte, puisqu'il a fondé une identité très importante de l'ésotérisme, disons, de tradition française, avec le Louvre, avec, encore une fois, ce qu'il a rapporté d'Égypte, rapporté, volé, soyons assez honnêtes, je le dis d'autant plus qu'ayant, comme vous le savez, des origines aussi italienne, eh bien, Napoléon, par exemple, est allé prendre le lion de la place Saint-Marc, qui est retourné en très mauvais état à Venise par la suite. Et ça aussi, ça fait évidemment partie du fait que vous avez tout un tas de gens en Europe, c'est pas seulement un débat entre Africains et Européens sur la question de l'esclavage, qui reste une question évidemment centrale dans la mémoire de Napoléon, mais aussi un débat entre Européens. Les Vénitiens ne considèrent pas Napoléon comme quelqu'un d'extraordinaire, en tout cas, vu la trace qu'il a laissée sur le patrimoine. Et puis, il a effectivement amené les carnets de Léonard de Vinci en France. C'est un trésor de guerre, c'est-à-dire que cela a été volé. Mais les carnets de Léonard de Vinci se trouvent aujourd'hui à la Banque de France. La Banque de France qui d'ailleurs aura pesé décisivement dans l'ascension de Napoléon et dans son maintien au pouvoir. On oublie à quel point Napoléon a été dépendant des banquiers et à quel point aussi c'est son inimitié avec certains banquiers qui a accéléré sa perte. Quand il a nationalisé les biens de certains banquiers à Naples, eh bien Napoléon a accéléré son inimitié vis-à-vis des Britanniques qui envisageaient déjà à l'époque une éventuelle paix puisqu'il contrôlait les mers, puisqu'il pouvait contourner le blocus continental qu'il avait érigé. Eh bien les Anglais auraient pu envisager une paix dans une certaine mesure avec Napoléon, mais ce sont aussi des intérêts bancaires qui ont fait que Napoléon a connu cette opposition sur une aussi longue durée, et les intérêts commerçants dans leur ensemble, parce que Napoléon a pris des décisions économiques qui ont été catastrophiques, aussi bien pour l'Empire que pour les alliés occasionnels de l'Empire, comme le tsar par exemple, Alexandre, dont le père avait été assassiné précisément par les commerçants russes parce qu'il n'arrivait pas à maintenir la prospérité du commerce dans la mesure de ses pouvoirs. Eh bien, le tsar Alexandre, quand Napoléon a voulu maintenir le blocus continental, bien entendu, s'est retourné contre lui malgré l'entrevue qu'il cite. Voilà une sorte de grand paysage pour l'instant que l'on peut faire de Napoléon avant d'aller zoomer ou dézoomer sur certains épisodes particuliers. Mon point de vue donc, c'est que, et je l'ai dit aussi dans d'autres conférences, comme vous le savez, je pense que les bons leaders sont ceux qui mettent leur ego au service du projet et que les mauvais leaders sont ceux qui mettent le projet au service de leur ego. Je pense que Napoléon monte quand il met son ego au service de la France, en particulier évidemment avant son sacre, mais qu'ensuite il décline quand il met la France au service de son ego et en particulier au service de sa famille, d'un point de vue relativement exclusif. Ça, c'est mon point de vue. Bien sûr, j'essaie de vous le faire partager dans cette vidéo, mais c'est la pierre angulaire de mon angle d'attaque sur Napoléon, parce qu'aujourd'hui, on a bien sûr la cancel culture à tout va. On a envie d'effacer les aspects gênants de certaines œuvres d'art, alors qu'au contraire, les effacer, c'est faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Quand vous avez des blackfaces ou quand vous avez des aspects de dessins animés qui étaient évidemment frontalement racistes, les effacer est la pire chose que vous puissiez faire au regard de l'histoire, puisque c'est faire comme si il n'avait jamais existé. Si jamais vous avez un meurtre qui a été commis,
Eh bien, effacer toute trace de ce meurtre n'est pas la meilleure façon de rendre justice. Si du racisme a été commis par le passé, ce n'est pas la meilleure façon non plus de lui rendre justice que de l'effacer. Il faut laisser l'histoire telle qu'elle est, et en particulier dans toute sa proportion. Ça, c'est le point le plus important. La vérité est dans les proportions. Je le sais d'autant mieux que j'ai, évidemment, comme vous le savez, connu beaucoup de menteurs dans ma carrière, en particulier sur moi, mais aussi sur des personnes que je défendais. Et à chaque fois, l'enjeu de ces menteurs était de disproportionner la vérité, de cacher tout ce qui les dérangeait et d'amplifier tout ce qui les arrangeait. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire avec l'histoire. Il faut la regarder en face, l'histoire. Donc, détester Napoléon et le haïr 200 ans plus tard, 200 ans après sa mort, est tout aussi contre-productif que d'écrire des conneries particulièrement cherry-piquées, comme ça a pu être fait par Max Gallo, comme ça a pu être fait par Madelin et d'autres. Par exemple, j'avais vu une fois dans un documentaire sur Napoléon diffusé par le service public, vous savez, la bataille est une fête. Voilà, on avait quelqu'un, peut-être je crois du musée de la Légion d'honneur, qui disait, vous savez, la bataille était une fête. Pas du tout. Arrêtons les conneries. La bataille n'est pas une fête. La bataille, c'est prendre des pièces de plomb dans les boyaux, c'est prendre une baïonnette qui fait cette taille-là à travers le corps, c'est se faire amputer ou bien se prendre un boulet de canon à travers le tronc. Ce n'est pas une fête, de près ou de loin. Et il n'y a qu'à prendre le cas d'Eylau, qui a été une boucherie sans nom, pour bien se rappeler le fait que la bataille n'a jamais été une fête. Il faut que les historiens sérieux arrêtent de laisser des gens vous dire des choses aussi débiles que ça sur Napoléon. Cependant, on doit, comme je vous le disais, aussi bien sûr éviter de plonger dans le dénigrement systématique, même si Napoléon est très loin d'être le demi-dieu qu'on a voulu faire de lui. D'abord, essayons de voir son bilan géopolitique. Napoléon laisse une France détruite, rasée, avec une jeunesse passée par les armes, laisse des millions de Français sur le carreau pour un bilan inexistant. Napoléon laisse une France pire qu'il ne l'a trouvée sur le plan géopolitique. Certes, il y a la gloire, certes, il y a l'épopée qui va inspirer tout un tas de gens, mais sur le plan géopolitique strict, celui qui va sauver ce qui pouvait l'être, c'est Talleyrand. Talleyrand, qui était une crapule, qui était un corrompu de premier ordre, qui aimait prendre des bakchiches dans tous les sens, et ça va d'ailleurs beaucoup le compromettre vis-à-vis des diplomates américains, notamment Thomas Jefferson, qui seront un tout petit peu surpris de voir la grande diplomatie française se compromettre à ce point, mais Talleyrand, tout corrompu qu'il était, eh bien, a servi l'intérêt de la France davantage que Napoléon. Oui, c'est horrible à dire pour tous les adorateurs, justement, sans objectivité de Napoléon, mais au Congrès de Vienne, Talleyrand rend à la France des frontières que Napoléon n'aurait pas pu lui rendre, en aucun cas. Bon. Et ça, c'est par son talent de négociateur hors pair, bien qu'il fût, encore une fois, un corrompu de premier ordre. Toujours par cette intrication du bien et du mal dans tous les événements historiques et dans les personnes aussi, bien entendu. Alors, Napoléon, donc d'un point de vue géopolitique, mais il va faire plein d'erreurs. On doit le voir en face. À Tilsit, il est au sommet de sa gloire, et puis son acharnement à vouloir maintenir le blocus continental va évidemment hypothéquer toute tentative de paix avec l'Angleterre et va le mettre dans une situation qui sera tôt ou tard intenable, va l'amener bien sûr à la campagne de Russie qui sera le désastre que l'on sait, et va plonger la France dans une lente agonie économique, comme militaire et comme politique. Et on ne peut vraiment pas dire que, si on doit se référer au philosophe Chilon de Sparte et à sa grande maxime, considère la fin, eh bien oui, de la même façon qu'on a essayé de réhabiliter Pétain. Vous savez que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que, historiquement, Pétain n'est pas le vainqueur de Verdun. Et si vous voulez vous en convaincre, lisez Clémenceau, qui dira « Quand je pense que nous avons dû l'amener à la victoire à coups de pied au cul ». Pétain était un défaitiste à plusieurs reprises, et c'est Clémenceau, le pouvoir civil, qui l'a forcé à aller à la victoire. Donc bon, quand on essaie de réhabiliter Pétain, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais d'autant plus que pour les Marocains, même si on disait Pétain un grand homme dans l'entre-deux-guerres, oui, bon, la guerre du Rif, Pétain n'a pas particulièrement brillé par rapport à Lyautey, qui lui avait une toute autre attitude vis-à-vis du Maroc. Pétain, qui avait été à l'Académie française, ne l'oublions pas, qui avait bien entendu été anti-Dreyfusard et qui avait été encensé pendant l'entre-deux-guerres, eh bien nous devons considérer sa fin, et sa fin, c'est la fin infâme
qu'il a connu par la collaboration. Donc, de la même façon, pour Napoléon, il faut tout de même si on ne veut pas voir en face le problème de l'esclavage, même si on ne veut pas voir en face les autres aspects de Napoléon, par exemple, parenthèse importante, le fait qu'il ait commis ce que l'on appelle aujourd'hui des crimes de guerre. Les prisonniers de Jaffa, certes des Albanais, alors qu'ils s'en soucient historiquement, mais les prisonniers de Jaffa, je crois qu'ils étaient plus de 5000, eh bien Napoléon les fait prisonniers, ils se rendent, il pourrait le ralentir, il les passe par les armes. Ça veut dire qu'il a fait égorger 5000 personnes. C'est difficile tout de même, 5000 personnes désarmées qui s'étaient rendues. C'est difficile de voir la grandeur qui peut être associée à cela. D'autant que devant Saint-Jean d'Acre, de toute façon, Napoléon a dû reculer, et que même s'il avait à une époque envisagé de se constituer une sorte de, disons, on pourrait dire aujourd'hui, de satrapie au Moyen-Orient, et que Napoléon, on retrouve d'ailleurs un document au service historique des armées où Napoléon demande la permission de se mettre aux ordres du Grand Turc. Donc on a eu des ambitions de Napoléon qui auraient pu nous sembler assez peu patriotiques. Mais même si on essaie d'enlever cela, le fait que Napoléon a passé par les armes des prisonniers qui s'étaient rendus à Jaffa et, bien entendu, s'en est servi pour utiliser... disons, pour pratiquer la guerre psychologique à Ulm. Ah oui, la rue d'Ulm, Ulm, où il y a l'école normale supérieure, eh bien, la rue d'Ulm célèbre une victoire qui a été enlevée par une guerre psychologique que n'aurait pas renié Gengis Khan. Mais justement, Gengis Khan, eh bien, il est vénéré en Mongolie. Jamais les Français, certes ils n'ont pas été envahis par Gengis Khan, mais disons jamais les Hongrois ou jamais les Ukrainiens ne vénéreraient Gengis Khan, pas plus qu'ils ne vénéreraient Tamerlan qui était un des plus grands tueurs en série de l'histoire. Il a tout de même fait une pyramide de crânes à Bagdad, et d'après les témoignages de l'époque, certains soldats ont dû en être réduits à tuer leurs femmes et leurs enfants pour que le compte de crânes y soit. Mais ces gens sont vénérés dans certains pays, et Gengis Khan et Tamerlan. Donc le fait que les Français finalement adulent Napoléon, pas tous les Français comme vous le savez, mais est quelque chose sur lequel finalement l'étranger n'a pas beaucoup de leçons à leur donner. Napoléon est un immense général, c'est un fait. Un immense général et un très grand réformateur de la loi, avec le Code Napoléon. Ça aussi c'est un fait. Bon, sa présentation... Alors oui, le rétablissement d'esclavage va rester une tâche... immonde sur Napoléon. Moi, je suis par exemple un très grand admirateur de Churchill, mais ça ne m'empêche pas, bien sûr, de savoir qu'il s'est comporté de la façon la plus innommable avec Gandhi. Parce que l'histoire, c'est faire la part des choses et c'est regarder les choses en face. Je suis un grand admirateur d'Abraham Lincoln, dont je considère que c'est de très loin le plus grand politicien de tous les temps. Mais Abraham Lincoln, je peux voir en face aussi les décisions qu'il a prises vis-à-vis des Indiens. Et je peux voir en face aussi les horreurs que les Comanches commettaient. Les Comanches était absolument terrifiant, précisément parce que il valait mieux se mettre une balle dans la tête que de tomber dans les mains des Comanches. Bon. Cependant, c'est précisément parce que les Comanches étaient là que les Espagnols n'ont pas pu s'étendre davantage, et aussi c'est parce que les Comanches étaient là que les Français n'ont pas pu s'étendre davantage en Amérique du Nord. Eh bien justement, la Louisiane, ça aussi, erreur stratégique majeure de Napoléon, majeure. Alors certes, d'où elle vient cette erreur de vendre la Louisiane pour une bouchée de pain à Thomas Jefferson? Elle vient du fait que Napoléon était corse et savait très bien que la Corse avait été vendue à la France, précisément parce qu'elle avait déjà de facto échappé à Gênes. Gênes n'arrivait plus à collecter l'impôt depuis longtemps en Corse, quand Gênes l'a vendue à la France. Donc c'était soit on la vend maintenant, soit on la perd ensuite. Et dans ce cas-là, on ne fera même pas un centime dessus. Et ben Napoléon connaissait ses classiques et savait très bien qu'il avait eu le même problème avec Haïti. Haïti, la révolte des esclaves, Toussaint Louverture, très grand monsieur. Bien Toussaint Louverture qui a été trahi par Napoléon de la façon la plus immonde qui soit, jeté en prison malgré la parole qui lui avait été donnée, avait donné un mal de chien aux forces françaises dans la révolte d'Haïti. Et évidemment, Napoléon s'était dit, si cette petite île des Caraïbes pouvait me donner autant de problèmes, qu'est-ce que ce sera quand la Louisiane se rebellera? Qu'est-ce que ce sera quand, avec l'aide des Américains, la Louisiane décidera qu'elle n'est plus rien aux yeux de la France? Et donc c'est pour ça qu'il s'était dit autant la revendre. Alors au passage, en plus, il l'avait donnée à l'Espagne, il l'a reprise à l'Espagne et ensuite il l'a vendue à Thomas Jefferson. C'est encore aujourd'hui la vente de terre la plus ridicule en termes de prix de toute l'histoire. Mais c'est une erreur stratégique évidemment fondamentale. Parce que Napoléon trouve une France qui a la Louisiane et qui a une certaine population, il laisse une France qui n'a plus la Louisiane,
qui est dépeuplée, qui est économiquement ruinée, et, très important sur le plan économique, il laisse une France qui n'a toujours pas fait la révolution industrielle. Ça, c'est le point le plus important. Napoléon va retarder l'adoption du chemin de fer, va retarder l'adoption de la machine à vapeur, alors que les Anglais étaient déjà en train de s'y atteler. Eh bien, Napoléon, qui avait une attitude vis-à-vis de la machine à vapeur, on le sait, quand un inventeur est venu le voir à Boulogne pour lui proposer des bateaux à vapeur pour l'invasion de l'Angleterre, Napoléon l'a envoyé chier. D'un point de vue technologique, d'ailleurs, même si Napoléon a été un réformateur tout à fait sérieux avec la méthode d'organisation de l'armée sous forme de corps, qui était brillante et qui a permis d'exploser l'armée prussienne qui était en Europe la plus redoutée depuis Frédéric le Grand, eh bien Napoléon a aussi raté des innovations de son temps, comme Wellington va le démontrer, quand il traversera la péninsule ibérique. Il va dire d'ailleurs même à Waterloo, où Wellington va tout de même mettre une tarte à Napoléon pour plein de raisons. Certes, le sol était mouillé, les obus ne pouvaient pas rebondir pour casser les pattes des chevaux et des soldats, mais Wellington aussi, avec sa stratégie de se déployer à flanc de collines, qu'il avait abondamment utilisée en Espagne, va aussi voir Napoléon chargé en colonne et va dire le fait de nous charger en colonne est tout à fait méprisable. Et oui, depuis au début des campagnes de Napoléon, charger en colonne avec une discipline de fer était une excellente méthode pour disperser les soldats en face de soi, mais quelques années plus tard avec Wellington, c'est une stupidité sans nom, et ça va aussi contribuer à l'échec de Waterloo. Donc, Napoléon a raté aussi pour moi notamment la technologie la plus importante qui aurait pu le sauver à Waterloo comme dans d'autres défaites, l'aérostat. On oublie que, bien entendu, les ballons existaient dans l'Ancien Régime, les frères Montgolfier, qui vont avoir des papeteries, qui vont faire Canson, tout ça, c'est assez fascinant, ces grandes histoires entrepreneuriales et puis économiques. Mais les aérostats existaient avant Napoléon, et à aucun moment, malgré son intérêt pour les sciences, malgré sa fréquentation de Monge et d'autres grands scientifiques de son temps, avec évidemment sa campagne d'Égypte, eh bien, va complètement rater l'intérêt stratégique des aérostats, l'intérêt tactique, des aérostats, avec notamment la capacité de voir, on peut élever un aérostat sans aucun problème à plus de 1000 mètres. Eh bien, depuis 1000 mètres, sur n'importe quel champ de bataille, vous pouvez voir si Grouchy est bien en train de courser Blücher de la bonne façon ou pas. Si Napoléon avait eu ce genre de moyen d'observation à Waterloo, peut-être que la bataille aurait tourné d'une autre manière. Mais bon, c'est ainsi. Certains vous diraient c'était le destin. C'est un peu la position des soufis sur Napoléon. Ce ver qui, encore une fois, viendrait d'Osiris. Ce ver qui fait donc l'habit vert des immortels. J'ai toujours aimé ce mot, puisque Rostand se foutait copieusement de leur gueule dans Cyrano de Bergerac. Tous ces noms dont pas un ne mourra, que c'est beau. Eh bien, ce vert qui était la couleur impériale, on l'appelle le vert impérial. Pour les soufis, c'est le vert du destin, c'est le vert de l'homme vert, c'est-à-dire un représentant d'un tournant historique, qui avait une mission à mener. Et Napoléon l'a dit lui-même, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Il a dit « J'ai une mission à mener. Dieu a en quelque sorte un plan pour moi. Et aussi longtemps que ce plan existera, rien ne pourra me tuer. » C'est vrai que Napoléon a eu une chance incroyable sur le champ de bataille. C'est un fait, à plusieurs reprises. Quand ses meilleurs généraux, comme Lannes ou d'autres, ont été tués sous ses yeux, eh bien, lui a échappé à la mort à plusieurs reprises. Et puis, quand ce plan sera terminé, eh bien, je déclinerai. Il a dit plusieurs fois, Napoléon, j'ai perdu mon étoile. La position ésotérique des soufis sur Napoléon est celle-là. C'est celle d'un homme qui devait bousculer des monarchies déclinantes. Il a mis fin à l'Empire romain germanique. C'est tout de même un point assez fascinant. Mettre fin au Saint-Empire romain germanique, à Austerlitz. Mais à partir d'un moment, Napoléon a fait beaucoup plus de mal que de bien. Il a toujours fait du mal. Mais les conséquences de ses actions ont, pendant une assez longue période de sa vie, fait plus de bien que de mal. En tout cas en Europe, j'insiste sur la question de l'esclavage, ça c'est quelque chose qu'on ne peut jamais enlever, rétablir l'esclavage. Et je ne parle même pas d'un point de vue moral, parce qu'évidemment l'esclavage est abominable sur le plan moral. Mais bon, comme vous le savez, moi je suis musulman, je peux très bien voir en face le fait que les musulmans ont participé allègrement à l'esclavage. C'est un fait, et on le voit aussi bien dans les écrits d'Ibn Battuta que dans d'autres écrits contemporains. Ibn Khaldoun aussi, très grand chroniqueur, bien sûr, ça aussi c'était une tâche indélébile sur l'histoire aussi bien de l'Andalousie ou même en fait des Abbassides des Omeyyades jusqu'aux Abbassides.
toujours voir l'histoire en face dans ses proportions. Ne jamais faire comme ça du cherry picking. Je vous prends un exemple de cherry picking qui n'a rien à voir mais qui illustre bien l'idée. On voit souvent dans des documentaires historiques des gens qui vous disent « Regardez, le grand moufti de Jérusalem », alors je rappelle qu'en islam il n'y a pas de clergé officiellement et le clergé est interdit, et le grand moufti de Jérusalem a rencontré Hitler et il y a eu une division SS musulmane. Oui, c'est vrai, c'est un fait qu'il faut voir en face. Mais la proportion, c'est de dire combien de musulmans sont morts contre Hitler et combien de musulmans sont morts pour Hitler ? Eh bien, dès que vous faites ce simple calcul, entre les morts de Monte Cassino, les tirailleurs sénégalais, algériens, etc., marocains et autres, eh bien, cette masse de morts dans le camp qui s'est opposé à Hitler est infiniment plus grande que, c'était même pas une division, si ma mémoire est bonne, que les SS de confession musulmane qui ont pu exister. Si vous dites, oui, le grand moufti de Jérusalem a rencontré Hitler et il y a eu un corps SS musulman, et que vous vous arrêtez uniquement là-dessus, vous faites de la propagande, puisque vous ne respectez pas les proportions de l'histoire. Et vous faites exactement comme si vous réduisiez la contribution de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale à la division Charlemagne, où des Français se sont battus pour Adolf Hitler. Et la division Charlemagne, eh bien, je fais partie des gens qui, mais pour tout le mépris qu'on doit avoir pour les SS, qui pensent qu'elles n'auraient pas dû être fusillées, que les prisonniers qui ont été faits par Leclerc n'auraient pas dû être fusillés de la façon dont ils ont été fusillés. Si vous ne connaissez pas l'histoire, Leclerc demande à un représentant de la division Charlemagne « Pourquoi avez-vous pris l'uniforme des Allemands ?» Et ce représentant lui dit « Pourquoi avez-vous pris Leclerc de Haute-Cloque, l'uniforme des Américains ?» Et c'est pour ça, pour cette réplique, seulement cette réplique, puisque la division blindée de Leclerc était dans la 3e armée de Patton, eh bien, c'est pour cette réplique que Leclerc les fait fusiller. Ça, c'est quelque chose qui n'est malheureusement historiquement pas très glorieux. Mais en tout cas, voilà, respecter l'histoire dans ses proportions, c'est se rappeler que oui, pour un musulman qui s'est battu dans le camp d'Hitler, il y en a eu littéralement plus de 1000 qui se sont battus contre. Pour un Français qui s'est battu avec l'uniforme des SS, il y en a eu plus de 100 ou plus qui se sont battus contre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Je ne parle pas bien sûr de la question de la résistance, je parle des forces françaises libres, des divisions de De Gaulle. Alors, pour revenir à Napoléon, il ne faut pas le cancel. Je veux dire, c'est ça l'aspect stupide du débat sur Napoléon. Il faut le voir en face. Et les deux camps sont coupables. Alors certes, la culpabilité du camp qui dénigre Napoléon est plutôt une goutte d'eau en France, puisque un Henri Guillemin ne peut pas faire de mal face à toutes les conneries qui ont été écrites de la façon la plus élégiaque, qui vous disent que Napoléon était un surhomme qui pouvait résoudre des équations différentielles aux dérivées partielles de tête à 12 ans et demi. J'exagère à peine. Quand on voit certains biographes, c'est à peu près ça que l'on voit. Bien sûr, il faut modérer, mesurer, il faut voir Napoléon en face. Et c'est pour ça qu'il faut l'étudier. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre l'impact qu'il a eu, les conséquences qu'il a eu, puis le fait aussi que s'il n'avait pas eu le pouvoir, qui d'autre aurait pu l'avoir? Je ne sais pas, Lafayette, qui d'autre aurait pu se retrouver à la tête de la France et à la tête de cet ordre des choses qui allait donner, qui allait précipiter l'unification de l'Allemagne sous Bismarck. Sans Napoléon, il n'y a pas de Bismarck. Sans la Confédération du Rhin, il n'y a pas d'unification de l'Allemagne. Ça, c'est une conséquence qu'il ne pouvait pas mesurer de cette façon, en tout cas pas que l'Allemagne allait devenir le pire ennemi géopolitique de la France en Europe, mais ça fait partie des conséquences de l'héritage napoléonien.